Et je vais expliquer pourquoi ça peut être pertinent d'étudier les interactions humains-animaux et pourquoi la vidéo est nécessaire dans ces études et pourquoi aussi les facilités nouvelles offertes par la vidéo ont modifié profondément le regard qu'on a porté sur l'interaction sociale en théorie sociologique et également sur la culture en anthropologie. Alors, voilà, donc mes thèmes de recherche, en fait, comme je le disais, c'est à la base les liens entre sciences sociales et sciences de la vie. Donc je ne viens pas du tout des recherches qui portent sur ce qu'on appelle les aires culturelles. Je fais le voyage dans l'autre sens. Souvent, c'est vrai aussi, c'est pas seulement vrai pour les aires culturelles, mais les sociologues commencent sur un terrain, sociologie de l'école, sociologie de, je sais pas quoi, au Maghreb, l'anthropologie, et après ils font de l'épistémologie, de la théorie générale. Moi j'ai fait plutôt l'inverse en fait. J'ai commencé par des réflexions, des études historiques et théoriques sur ce thème des rapports entre biologie et sciences sociales. Et petit à petit, j'ai déplacé sur des terrains et des questionnements de plus en plus précis pour traiter ces questions. Et le pari, c'est aussi que, en fait, aborder les terrains comme le Maroc par ces questions, j'y reviendrai aussi, et on pourra le développer dans les questions, parce que ce ne sera pas forcément évident dans ce que je vais dire, donne des réponses qui peuvent être intéressantes sur des questions classiques que se posent les chercheurs dans les aires culturelles. Je ne vais pas en parler beaucoup ici, mais par exemple sur les rapports entre sciences et religion, que j'ai étudié ici à travers l'étude de la réception du darwinisme et du créationnisme, eh bien ça dit des choses sur le rapport aux religieux dans un pays comme le Maroc, par exemple. Ça, je ne vais pas le développer ici, mais c'est une des recherches que je mène également à travers cette thématique des liens entre sciences sociales et sciences de la vie. Pour cadrer les choses également dans les débats contemporains, alors ça c'est des débats qui sont effectivement un peu extérieurs, je pense, aux débats qui agitent actuellement les aires culturelles. Désolé pour cette qualification, j'espère que vous ne la prenez pas pour une qualification infamante, hein. Moi je me sens très humble face aux chercheurs qui connaissent bien ces pays, enfin j'essaie de l'être, mais en tout cas, en sociologie et en anthropologie, il y a des débats extrêmement vifs actuellement, notamment aux États-Unis, mais aussi en France, qui durent depuis les années 80, entre ce qu'on va appeler, on en a parlé avant, les sciences dites dures, en fait, et les sciences sociales. Et ces débats sont extrêmement vifs parce que les sciences sociales ont rejeté depuis leur origine, pour des raisons pas forcément mauvaises, tout ce qui vient de la biologie, et également tout ce qui vient de la psychologie de type anglo-saxonne, qui était marquée par le behaviorisme, notamment dans les années 60. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais l'idée, c'est que les sciences sociales, elles n'ont rien à apprendre à propos de l'être humain, sur son comportement, de la biologie, encore moins de la psychologie. Les sciences sociales, elles étudient des cultures, elles étudient des conduites, mais ce que dit la psychologie aujourd'hui, ce que dit la biologie ne leur sert à rien. Alors, les sciences de la vie, de leur côté, ignorent superbement les sciences sociales en expliquant que les sociologues et les anthropologues, je parle des États-Unis, là, c'est des débats extrêmement vifs et qui occupent les trois quarts des revues plus ou moins directement, en fait. Donc les sciences dites dures, les psychologues et les biologistes de l'évolution notamment vont expliquer que de toute façon les sciences sociales, au mieux, elles racontent des choses historiquement intéressantes, mais en général, les gens qui font des sciences sociales sont des militants, alors soit féministes, soit antiracistes, etc., qui ne font que faire à travers leurs recherches du militantisme et qui souscrivent à une forme de culturalisme extrêmement sommaire qui n'est même pas la peine, enfin, qui ne faut pas prendre la peine d'étudier. Donc il n'y a pas de dialogue entre ces disciplines. Et ce qui se passe actuellement dans les pays anglo-saxons, c'est que se développent, à l'intérieur même des sciences dites dures, en psychologie notamment, des théories de la culture. En gros, on répond, ou on prétend répondre dans ces disciplines actuellement, il faut le savoir pour nous, sociologues et anthropologues, aux questions que nous nous posons. Alors, c'est quoi? Ça a pris la forme, c'était la sociobiologie dans les années 80, qui a été quand même beaucoup critiquée, y compris à l'intérieur des sciences dures, mais maintenant ça a une forme beaucoup plus légitime et répandue, mais très intéressante d'ailleurs, entre parenthèses, on ferait bien de s'y intéresser aussi, pas seulement pour les critiquer, mais parce que c'est intéressant. Ça vient des sciences cognitives. Et donc il y a une psychologie cognitive qui se développe et qui est en train de manger la linguistique, qui est en train de manger une partie de l'anthropologie, mais pas forcément avec des choses inintéressantes. Notamment, il y a un Français et un Franco-Anglais qui sont à la pointe sur cette question, c'est Dan Sperber et Maurice Bloch, qui ont pignon sur rue d'ailleurs dans les revues internationales. C'est les anthropologues le plus connus au monde, l'anthropologue français le plus connu au monde, je pense que c'est Dan Sperber.
C'est pas un hasard s'il n'est pas du tout connu par les anthropologues en France, parce qu'il est, d'ailleurs un anthropologue extrêmement intéressant, hein, quelqu'un d'extrêmement brillant et intelligent, mais il essaye d'ancrer l'anthropologie dans ces sciences cognitives. Donc il y a une théorie une anthropologie cognitive qui se développe, il y a une anthropologie, je ferme ça, j'espère que ça va pas être mal. Il y a une linguistique cognitive, il y a beaucoup d'argent qui est donné à cette théorie. Peut-être vous ne le savez pas, mais quand moi je regarde cette littérature un peu pour d'autres raisons, mais dans les revues de psychologie, toutes les revues qui ont à peu près la même diffusion que Science, Nature, d'ailleurs ces revues sont liées en général, un thème actuellement c'est les djihadistes. Donc vous avez beaucoup d'articles, notamment de quelqu'un qui a travaillé avec Sperber, qui s'appelle Scott Atran, qui était un anthropologue, qui écrit là-dessus. Et ils viennent de ces sciences cognitives. Donc nous, on a l'impression qu'on les voit débarquer de nulle part parce qu'ils ne traitaient pas de ces sujets. Encore que Scott Atran en parle depuis assez longtemps. Mais leur théorie, elle est complètement appuyée sur cette psychologie qui repose sur une méthode elle-même expérimentale. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a que des choses inintéressantes, mais c'est complètement coupé des sciences sociales, parce que c'est des gens, notamment Atran et Sperber, qui connaissent très bien l'anthropologie et qui ont fait une rupture radicale avec elle dans leur trajet. Donc, voilà, moi, modestement, l'idée, c'est d'essayer de voir, enfin, pas de faire une critique pour la critique de ces sciences cognitives, mais d'essayer de voir sur certains sujets ce qui peut leur manquer, parce que si on veut les critiquer, il faut les critiquer de l'intérieur et pas se contenter de dire c'est des trucs américains, voilà, ils ignorent le social, etc. De voir de l'intérieur ce qui peut manquer, à la fois chez les sociologues qui s'inspirent des sciences cognitives et chez les anthropologues qui s'inspirent des sciences cognitives. Et voilà, l'idée c'est ça. Et le thème des interactions homme-animal, je vais vous expliquer pourquoi, il y en a plein d'autres qui pourraient permettre de traiter ces questions et de discuter avec ces sciences cognitives et de aussi justement transformer le regard qu'elles portent quand elles commencent à s'attarder sur des sujets comme les djihadistes ou quand elles commencent à s'attarder sur des sujets comme les cultures, parce que leur gros problème est méthodologique. Elles tirent des conclusions à partir d'expériences qui sont déplacées dans des univers culturels dans lesquels les expériences n'ont pas beaucoup de sens. L'expérimentation, c'est la psychologie, on fait rentrer quelqu'un, on lui pose un problème. Si vous avez un billet et un billet de $10, vous le trouvez dans la rue et qu'une personne en a besoin, vous donnez quelle partie? Alors essayez de voir si les gens sont des calculateurs rationnels ou pas. Il y a peut-être tas d'expériences comme ça, plus ou moins compliquées, mais qui sont déplacées à Madagascar et on tire des conclusions sur la culture malgache comme ça. Donc ça pose des tas de problèmes méthodologiques. Donc l'idée, je vous dis encore modestement, c'est d'essayer à l'interface entre ces disciplines, et connaissant cette littérature, parce qu'il faut lire tout ça, ce qui n'est pas forcément toujours drôle, essayer de voir comment faire une critique en montrant ce qui leur manque, théoriquement, mais à partir de données empiriques suffisamment solides pour qu'elles puissent être acceptées dans ces publications. Dans le programme ANR dont je suis responsable, il y a des gens qui sont des éthologues de type sperberien, et moi je les ai poussés à des idées qui se rapprochent de l'anthropologie et pas tout à fait classique. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. Et l'idée, c'est d'arriver à publier à la fois dans les revues de sciences cognitives et les revues académiques en sciences sociales la même idée. C'est presque fait pour l'instant. Mais c'est un travail intéressant parce que ça nécessite de tourner les arguments complètement différemment avec un langage très différent. Je vous expliquerai l'idée qu'on a réussi à faire passer, qui n'est pas en elle-même très originale, mais qui permet, sur la théorie de la culture, de dire des choses qui peuvent servir d'ailleurs aussi aux éthologues, parce que, en fait, ici, vous le verrez, je me suis beaucoup intéressé d'abord aux chiens et aux singes de Hasrou après, qui sont des êtres assez étonnants et qui ont des interactions étonnantes avec les gens ici. Donc l'idée générale, c'est ça, c'est des sujets bizarres, des centres d'intérêt bizarres pour des questions extrêmement classiques et sérieuses. La question étant, est-ce qu'on arrive à répondre à ces questions avec ces sujets d'intérêt bizarres? Ça, je le laisse à votre appréciation. Donc, mon PowerPoint est un peu compliqué, là. Je vous ai parlé de ce rapport entre nature et culture. Une question qui va être centrale, c'est le dernier point sur lequel je voudrais insister. Une question qui va être centrale, elle peut vous paraître bizarre aussi, mais elle est devenue centrale à l'intérieur de la sociologie et de l'anthropologie actuellement,
c'est celle de l'agentivité animale. C'est-à-dire, est-ce que les animaux sont des acteurs sociaux? C'est une question qui paraît très bizarre. Mais alors, aux États-Unis et en France, c'est très à la mode, par des auteurs qui sont peut-être les plus cités aussi. Là, je ne parle plus de Sperber et Atran, mais les auteurs français, et encore plus anglo-saxons, les plus cités actuellement, défendent cette question. Il y a un auteur qui défend cette idée, pas directement, mais comment dire, cette idée en une conséquence directe de ce qu'il dit, c'est Bruno Latour. Pour lui, la sociologie, elle est basée sur et l'anthropologie ont été basées sur une distinction nature et culture, qui est une distinction occidentale, comme cette distinction, cette opposition nature et culture, selon laquelle seuls les humains seraient des acteurs et auraient des cultures, alors que les animaux ne seraient pas des acteurs, on ne la retrouve pas dans d'autres cultures. Donc cette distinction, elle a servi à l'Occident, en gros je simplifie beaucoup, mais à ravaler les autres sociétés au rang de nature quasiment, c'est-à-dire de toutes les sociétés qui ne faisaient pas cette distinction, leurs croyances c'était des superstitions. Donc pour Latour, l'anthropologie doit tenir compte du fait que dans d'autres sociétés, les animaux sont considérés comme des agents, et même les choses, les montagnes, les objets. Et donc, il n'y a pas de raison, a priori, quand on est anthropologue, de considérer que cette ontologie, cette manière de concevoir les êtres, est moins stable, moins juste que celle de l'Occident. Et donc, qu'à ce titre, on n'a pas le droit d'interdire a priori le statut d'acteur aux animaux. Et croyez-moi, c'est vraiment une idée qui gagne du terrain. Le nombre de thèses sur les animaux en France pour défendre la cause animale y croît de façon exponentielle. Aux États-Unis, c'est pareil, si bien que il y a des animal studies qui sont nés d'ailleurs dans le sillage des gender studies. Ce sont les personnes qui défendaient les gender studies, notamment une anthropologue qui s'appelle Donna Haraway, gender studies, qui défendait donc les femmes, qui ont donné naissance aux animal studies. C'est comme ça. N'y voyez pas pourquoi il faut bien comprendre le cheminement qui a été suivi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que considérer les humains comme les acteurs et le reste, les animaux, les choses, comme des choses inertes, est quelque chose que l'Occident a utilisé pour ravaler les autres cultures au rang de porteuses de superstitions, eh bien, vous réhabilitez tout ce qu'il appelle alors, pas pour les femmes, mais les non-humains, c'est-à-dire tous ceux qui n'avaient pas voix au chapitre avant. Et donc l'anthropologue se fait le porte-parole des dieux, des genoux, des animaux, des femmes, des indigènes, etc. Voilà. Et ça, c'est une pensée qui a extrêmement de poids actuellement. Vous connaissez sûrement pour les cultural studies et les gender studies, mais ça déborde sur les animal studies. Alors d'abord dans les pays anglo-saxons, parce que traditionnellement, les pays anglo-saxons, par rapport à la France en tout cas, ont une très grande tradition de sensibilité à l'égard du droit des animaux, beaucoup plus qu'en France. Ça a été étudié par les historiens. Les droits des animaux sont extrêmement... les anglo-saxons sont extrêmement soucieux depuis le XVIIe siècle de la reconnaissance des droits des animaux. Aux États-Unis, dans les années 80, le Parlement recevait plus doléances sur ce sujet que sur n'importe quel autre sujet, la souffrance animale. Et en France, vous voyez qu'actuellement, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Là, je voyais hier à la télé, il y a un scandale parce que des animaux sont maltraités dans un abattoir, etc. Alors voilà, donc je referme ce chapitre tout ça pour justifier un peu l'intérêt de ces recherches. Il y a aussi Philippe Descola en France qui a beaucoup œuvré pour ça, puisque dans son sillage, il y a plein de thèses sur les animaux, la manière dont telle société articule nature et culture. Alors, il y a quatre systèmes, là, vous connaissez peut-être. Il y a plein de thèses qui sont faites sur ce sujet. Et c'est souvent des gens qui, malheureusement, autant les anthropologues et les sociologues que j'ai évoqués tout à l'heure ne connaissent pas très bien l'anthropologie et la sociologie, autant ces sociologues-là, et de mon point de vue ça pose un gros problème, ne connaissent rien à l'éthologie et à la biologie. C'est quand même embêtant. La critique, on balaye d'un revers de main au début en disant, bon, de toute façon, ça n'est qu'un regard occidental porté sur les choses. Dans certaines sociétés, les chiens ont une âme, donc il n'y a pas de raison de considérer que les chiens n'ont pas une attention. Ça pose quand même quelques petits problèmes pratiques, parce que je ne sais pas s'ils y croient vraiment dans leur vie quotidienne. Mais bon, ils sont beaucoup plus rationnels que ça en général dans leur vie quotidienne, beaucoup plus pragmatiques. Voilà, alors, qu'est-ce que
j'ai traité empiriquement pour traiter, enfin, j'ai dessiné comme terrain pour traiter ces questions. Il y en a deux, en fait, qui peuvent paraître sans grand rapport, mais en fait qui, dans la manière dont on pose les questions, sont étroitement liés. Il y a la réception du darwinisme au Maroc, la manière dont les gens se représentent l'origine de l'homme et des espèces vivantes. Pourquoi c'est rattaché au problème précédent? Parce qu'il y a un a priori dans les sciences cognitives, d'ailleurs aussi en anthropologie, entre parenthèses, je crois, qui est que les gens, d'abord que c'est une question en soi sacrée, et ça c'est un effet des débats très violents qu'il y a aux États-Unis autour de Darwin et du créationnisme. On croit que cette question est par nature une question sacrée et sacrilège pour la religion. Or moi j'observe au Maroc, en interviewant les gens, que pour l'instant ça n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'effectivement les gens, une partie des gens, et encore certains reconnaissent une ascendance entre l'homme et le singe. Enfin, il y aurait beaucoup à dire là-dessus parce que c'est pas vraiment ce que dit Darwin, mais ça c'est une autre affaire. Mais surtout, c'est pas une question qui est très sensible. C'est-à-dire que moi j'ai discuté avec pas mal de gens de façon informelle, j'ai fait une enquête plus précise auprès d'étudiants, mais les gens ils trouvent que c'est une croyance bizarre de penser que l'homme descend du singe. Ils ont des arguments assez rationnels d'ailleurs, autant que religieux, pour dire, mais beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est bizarre, ça veut dire qu'un jour, une guenon a enfanté d'un humain, c'est pas crédible. Bon, c'est un argument qui est assez rationnel. On m'a pas brandi la foi d'abord, il y a aussi ça. Donc ça, c'est la première chose. Et il y a aussi que, et ça je l'ai remarqué aussi en France, parce que j'ai enquêté là-dessus en France, il y a quelque chose qui est sous-estimé, je pense, en anthropologie et en sociologie, quand on interroge les gens sur les croyances, c'est que les gens en ont rien à faire de certaines choses. Et donc, le chercheur, notamment en sciences cognitives, mais aussi en anthropologie, quand il arrive quelque part, qu'est-ce qu'il se dit? Je vais étudier à quoi les gens croient. Par exemple, leurs croyances religieuses, mais aussi leurs croyances sur l'origine de l'homme. Et quand les gens disent « je ne sais pas trop », il faut les faire parler, on sait bien qu'il faut les faire parler. Et surtout sur des sujets sur lesquels ils n'ont pas forcément d'opinion. Et sur l'origine des espèces, les gens, souvent, ils disent « je ne sais pas trop », alors on prend des exemples, on dit... Et on arrive à faire parler les gens. Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'on débusque quand on enregistre leurs réponses et qu'on dit, comme je vois dans certaines enquêtes sur est-ce que les musulmans croient à Darwin, on enregistre des choses qu'on a fait dire aux gens plus que des choses qu'ils pensent eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est pas pour dire qu'ils pensent autre chose, pas du tout. C'est pour dire que les non-réponses ou les hésitations ou le flou, on prend ça pour un obstacle méthodologique alors que c'est une donnée cognitive. C'est-à-dire que moi, il y a plein de sujets sur lesquels je pense rien. Enfin, ou pas grand-chose. Et si un anthropologue de Laponie vient m'interviewer et qui me harcèle de questions, je vais peut-être dire des choses, mais mon rapport à la croyance qu'il va enregistrer ne sera pas du tout celle que s'il m'interroge sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et ça, j'ai rarement vu ça en anthropologie, le fait d'essayer de dessiner des halos de représentation floue et d'essayer d'estimer la distance que les gens ont vis-à-vis de leurs propres croyances, c'est assez rare en fait. Et je pense que c'est un élément capital, parce que souvent, on dit, voilà, dans un livre d'anthropologie classique, on dit les gens dans cette tribu, ils croient que. Et alors là, pouf, on a des phrases. La question est de savoir, je caricature un peu, mais j'ai cherché après des livres d'anthropologie sur les croyances où c'était pas écrit sous forme propositionnelle, censé avoir un contenu précis qui est le même que celui qui est dans la tête du sociologue ou du lecteur. Il n'y en a pas beaucoup. C'est assez rare. Par contre, quand on commence à se poser cette question, ça devient très compliqué, parce que si les croyances ne peuvent pas être restituées sous forme propositionnelle avec un contenu évident, il y a un gros travail de restitution à faire qui est assez compliqué. Quand c'est les pratiques ou les actions, c'est plus facile. Et quand c'est des croyances, c'est pas évident du tout. Et pourtant, c'est capital, parce qu'on voit bien que le rapport des gens à leurs croyances, d'une part, est complexe, c'est-à-dire on est plus ou moins distant vis-à-vis de ses convictions. Il y a des convictions que je peux relâcher très facilement. Il y a des choses qui me choquent, d'autres qui ne me choquent pas. Et puis, surtout, il y a des plans de questions sur lesquels un même sujet va m'amener à prendre position vivement, alors que sur d'autres, la même question va me laisser assez indifférent. La même question générale dont l'anthropologue prétend traiter. Je prends un exemple. J'avais voulu essayer de mesurer, dans ces enquêtes, après j'en parlerai plus, le degré de conviction, enfin, en gros l'échelle de dignité des animaux qu'il y avait dans la tête des gens en France. C'était très naïf. Est-ce qu'un chien
valait plus qu'un cheval, etc. Et j'avais soumis mon questionnaire, en bon sociologue, à des chercheurs de l'EHESS d'ailleurs. Et il y en a un qui m'avait dit une chose assez juste, il m'avait dit « mais j'en sais rien, moi ça ne m'intéresse pas ». Et ça, il faut en tenir compte. Et par contre, je m'étais dit, je vais essayer d'étudier ça chez des enfants. Vous demandez à des enfants l'échelle des animaux, déjà quand il y en a 4, classer 4 choses en hiérarchie linéaire, c'est pas évident. Parce qu'il y a des problèmes de transitivité, donc c'est pas forcément cohérent. Par contre, je m'étais dit, mais si je leur pose lequel serait le plus difficile à tuer? Là, les enfants, ils avaient un avis. Alors c'est la même question, mais on voit bien que le contexte et la manière dont la question est implémentée dans des actions potentielles changent la croyance. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Que les gens s'en fichent, n'ont pas de hiérarchie des animaux, qu'ils en ont? Ben non, il faut présenter ça différemment. D'ailleurs, il se trouve, les enfants, ça m'avait assez intéressé, c'était les plus gros animaux qu'ils avaient du mal à tuer. Enfin, la charge morale était liée à la charge pondérale en quelque sorte. C'était assez curieux. Bon. Sauf, alors les moustiques, ça les dérangeait pas, là il y avait le nombre, et puis par contre, les vaches, là, ça les embêtait beaucoup. Bon bref, mais là, voilà. En tout cas, si je leur avais demandé comme ça, ils n'avaient peut-être pas d'avis sur la question. Donc ça, c'est une des choses que j'essaye d'étudier au Maroc. En tout cas, j'ai étudié ça auprès d'étudiants, bon, et aussi dans des musées de paléontologie, mais bon, ça c'est une autre affaire. Alors, j'en viens maintenant aux interactions humains-animaux qui font l'objet de ces recherches, mais ça, j'en parle pas trop parce que je vais le détailler dans le cours du développement. J'en viens maintenant à la vidéo, parce que c'est quand même l'objet du séminaire. Alors, quel est l'usage de la vidéo dans toutes ces recherches? Il y a 2 usages, j'y reviendrai après. Je m'intéresse à des vidéos, je n'ai pas encore beaucoup étudié, mais c'est intéressant, les vidéos à travers lesquelles les clips sont présentés le créationnisme, notamment par un Turc qui s'appelle Harun Yahya, qui diffuse beaucoup sur Internet ces vidéos, et qui a beaucoup d'argent visiblement, et qui avait envoyé à toutes les universités en France 2 magnifiques ouvrages très richement documentés, qui s'appelaient Atlas de la création, qui était en anglais. Alors je ne sais pas d'où vient cet argent, mais en tout cas, ça avait fait beaucoup de bruit en France il y a quelques années, parce que tous les lycées et toutes les universités avaient été inondés par ces 2 ouvrages, qui étaient censés justifier les thèses créationnistes contre le Darwin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dans laquelle je me sers de vidéo, c'est pour collecter des données sur les interactions, et en particulier sur les interactions entre humains et animaux. Alors, je vais, en introduction, après avoir présenté mes recherches, je vais dire quelques mots sur... alors, ça n'a pas vocation à être exhaustif, ni rien, hein, donc on peut en discuter, mais il me semble qu'il y a 3 types de vidéos en sciences sociales. Il y a, c'est pas exhaustif, il y en a peut-être d'autres, hein, mais j'ai pensé à ces 3-là qui sont assez différents. Il y a la vidéo à travers laquelle, le film en tout cas, à travers lequel on va présenter une recherche. En gros, c'est le documentaire anthropologique. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est parallèle ou du même type qu'un article. C'est-à-dire qu'on a une certaine idée qu'on a démontrée ou mise en évidence dans nos recherches à partir de données, et puis on va trouver un mode de présentation qui va nous permettre de rendre compte de cette idée exactement comme quand on organise un article à partir des données qu'on a recueillies sur le terrain. Donc la vidéo, c'est un support de présentation scientifique des données. Le deuxième type de vidéo qu'on peut croiser, c'est la vidéo comme source empirique. Ce sont les clips de Harun Yahya dont je parlais. C'est-à-dire on peut utiliser des choses qu'on trouve par exemple sur Internet, qui sont des modes d'expression des individus qu'on peut étudier. Voilà. La troisième chose, c'est différent, et c'est notamment différent de la première, et c'est moi ça que j'utilise, c'est la vidéo comme moyen de collecte des données. C'est pas un moyen de présenter une idée scientifique qu'on a établie à partir de données. Au contraire, c'est au début du processus scientifique, c'est ce qui nous sert à recueillir des données. Ça peut être... voilà. Du coup, c'est plus parallèle à l'article. Si on veut faire un parallèle avec d'autres types de recherches, c'est parallèle à l'entretien, c'est parallèle au questionnaire, c'est parallèle à l'ethnographie. Donc voilà, il y a 3 choses, à mon avis, au moins, où on trouve des vidéos, mais qui nécessitent ou qui supposent un traitement très différent.
Euh, donc voilà, moi je vais me concentrer sur la vidéo comme moyen de collecter des données, hein, puisque c'est ça que je fais dans notamment l'étude des relations entre les humains et les animaux. Alors, je pense qu'il y a deux choses. Alors, j'ai essayé d'utiliser les deux. Dans la collecte des données, il y a au moins deux manières de collecter les données avec de la vidéo. Il y a un usage de type ethnographique, c'est-à-dire que vous filmez la scène que vous voulez étudier. Et il y a aussi l'expérimentation. En général, maintenant, quand les psychologues ou les éthologues font des expérimentations, ils les filment. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut voir dans les expérimentations avec le film et qu'on ne verrait pas juste avec un carnet. Et il y a l'expérimentation en milieu naturel, vous verrez, c'est ce que j'ai fait aussi, qui n'est pas encore beaucoup pratiquée en éthologie, mais qui est, parce que ça pose des tas de problèmes méthodologiques, en tout cas pour eux, mais qui est assez intéressante. C'est-à-dire qu'on rejoint des choses qui sont classiques dans l'ethnographie. C'est-à-dire que dans les films avec les singes, par exemple, vous verrez, on peut filmer les interactions en se fondant dans le décor, et c'est pas trop compliqué. Pourquoi ? Parce que j'ai la chance que tout le monde vient aussi se filmer avec les singes, vous verrez tout à l'heure. Donc on n'a pas ce problème qu'on a avec la vidéo en ethnographie, parce que c'est un gros problème. Les gens ne veulent pas se faire filmer, ce qu'on comprend. Moi, je ne voudrais pas forcément me faire filmer. Je reviendrai à l'instant. Et donc, l'expérimentation en milieu naturel, c'est quoi ? C'est que vous provoquez quelque chose, vous, et vous le filmez. Mais c'est dans une situation naturelle, c'est pas dans un laboratoire. Ce que j'ai fait, pour des raisons, encore une fois, qu'il faudrait expliquer pour que ça n'ait pas l'air ridicule, c'est que ces singes, j'ai remarqué qu'ils savaient ouvrir les bouteilles d'eau. Donc, il y avait une pratique culturelle dans cette population de singes. En tout cas, c'est comme ça que la décriraient les éthologues. Et donc, j'ai pris des petites bouteilles de Sidi Ali, et puis j'ai rempli ça à moitié, il fallait qu'elle soit pareille. Je les mettais devant les singes, et puis je me reculais, et je filmais. Et il y en avait qui arrivaient à... Enfin, vous verrez, si c'est la bouteille ou pas. Bref, ça, c'est de l'expérimentation au sens où vous provoquez quelque chose, vous, et vous le filmez. Mais c'est en milieu naturel. Alors, j'insiste bien sur le fait que, du coup, la vidéo est adaptée à certains objets, mais pas du tout à d'autres. Il y a une ethnographie très intéressante qui a été faite en France il y a quelques années sur les abattoirs, justement, et les situations de mise à mort des animaux. Et là, la vidéo n'était pas possible. Dès qu'il y a un sujet un peu sensible, où les gens ne veulent pas être filmés, vous l'avez tous vécu certainement, la vidéo est impossible, puisque les gens veulent pas... ne vont certainement pas dire ou faire certaines choses, ou vous interdire de filmer si vous étudiez certains sujets, parce que les gens ne veulent pas qu'on les prenne dans certaines situations. Alors, il y a un autre problème maintenant, qui n'est pas encore très sensible dans les revues françaises, mais qui devient très très important dans les revues anglo-saxonnes, c'est-à-dire les revues les plus cotées dans les classements internationaux, c'est que il devient presque impossible de... je dis ça parce que c'est capital pour le séminaire, il devient presque impossible, dans un article en anglais, dans une revue anglo-saxonne, de montrer des photos ou des vidéos. Pourquoi ? Parce que les exigences sur le respect des personnes interrogées sont devenues extrêmement importantes. Non seulement il faut faire signer les gens, mais en plus, maintenant, c'est presque impossible de montrer une image avec des têtes de personnes qui existent réellement. Et il y a si vous regardez dans les revues anglo-saxonnes, même American Journal of Sociology, alors je ne parle même pas des revues de sciences dures, il faut faire vérifier que vos données ont été collectées d'une manière morale par des boards. Alors, les pays sont organisés avec ça, ils ont ça dans leur centre. Il n'y a pas encore ça au CNRS tout à fait, je crois, en France. Mais ça devient extrêmement compliqué. Du coup, ce que font les gens en analyse de conversation maintenant, donc les gens réagissent, il y a des logiciels... Alors, je ne sais pas si on voit bien, parce qu'on ne verra pas sur les... qui transforment les films avec des contours. Vous voyez, c'est comme ça maintenant. Ça va être de plus en plus comme ça. C'est-à-dire que les photos, on ne peut plus voir de tête dessus, quasiment. Avant, on pouvait juste barrer les yeux. Maintenant, c'est quasiment impossible. Non seulement pour des raisons d'acceptation des gens, c'est-à-dire que c'est pas seulement parce que les gens n'ont pas accepté et signé, parce que de toute façon maintenant il faut que tout le monde ait signé quelque chose. Mais surtout,
C'est presque impossible. Donc l'analyse de conversation, ça devient comme ça. Alors ça pose pas forcément de gros problèmes, comment dire, épistémologiques, sauf que concrètement, à réaliser, c'est pas simple, parce que ça devient plus compliqué que d'inscrire juste une photo dans un PowerPoint ou dans une page. Vous voyez par exemple ça, cette photo-là que j'ai après, je vais vous la montrer, que j'aime bien. Voilà. Vous voyez un peu? Ça, ce serait complètement impossible de passer ça dans une revue américaine. En plus, bon, ouais, c'est pas la peine d'y penser. Bon, et en plus, on m'accuserait de je sais pas quoi. Mais bon, alors qu'elle dit, ben, c'est la réalité, voilà, voilà. Ben, voilà. Même, il faudrait suivre les contours, et ça devient, et ça, il faut en parler dès le début, ça devient très compliqué. Je sais même pas, d'ailleurs, mais ça, c'est plus dans les sciences dures, comment il est possible de faire de l'ethnographie, parce que, du coup, souvent, quand on observe les gens, pour pouvoir avoir quelque chose, sans les observer en étant cachés, on ne peut pas demander l'assentiment à tout le monde quand on même filme une manifestation. Donc ça devient très compliqué. Voilà. Donc, ce dont je voulais parler, c'est en tout cas, pour revenir à l'analyse de conversation, en quoi la vidéo a été capitale pour des raisons méthodologiques, mais aussi théoriques, dans la connaissance des interactions sociales et dans la linguistique en particulier. Je vais essayer de montrer maintenant, ce sera mon premier point, après je reviendrai à des choses empiriques, ça pourra être moins long parce qu'on manquera sûrement de temps, mais je vous montrerai un peu les films que je fais. Mais je voulais insister sur ce point parce que sur le sujet qui m'occupe, c'est-à-dire l'analyse des interactions sociales et de la communication, et donc de la linguistique également, la vidéo a eu des conséquences théoriques fondamentales. Alors, les conséquences théoriques, c'est quoi? C'est que ça a contribué puissamment, je vais essayer de le montrer, à décentrer la linguistique, enfin une partie, celle qui a accepté, parce qu'il y a une grosse partie qui n'a pas accepté, du logocentrisme, pour déplacer l'intérêt vers l'interaction sociale. Alors, je vais expliquer pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est que l'analyse de conversation? Peut-être que vous en avez entendu parler pour certains d'entre vous. L'analyse de conversation, c'est quelque chose qui est entre la linguistique et la sociologie, qui a donné naissance à... qui est lié aussi à des courants sociologiques assez forts, hein, comme l'interactionnisme de Goffman, ou encore l'ethnométhodologie, même si c'est un courant qui est en perte de vitesse, il est né quand même en lien avec les interrogations de l'analyse de conversation. Et alors, il y a une partie aussi qui traite de linguistique classique, de la manière dont les gens interagissent dans l'espace public et qui est liée à la linguistique. Et même, il y a des commandes qui sont faites par des publicitaires pour savoir comment les gens répondent au téléphone, comment utiliser l'ordinateur, etc. Donc c'est lié à tout ça, l'analyse de conversation. L'analyse de conversation, elle apparaît dans les années 60-70. Et en fait, à l'origine, c'est une question très philosophique que se posent les personnes qui la promeuvent. C'est l'idée qu'il faut absolument se détacher d'une conception linguistico-centrée, logocentrée du langage. Qu'est-ce que c'est une conception logocentrée? C'est une conception qui réduit le langage à la sémantique. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que le langage? C'est des énoncés. Ils ont un sens. Et puis, en fait, c'est la conception télégraphe de la communication. C'est-à-dire que moi, j'ai une idée en tête, je la traduis dans le langage. L'énoncé, il a une signification qui est ce que j'avais en tête, et puis la personne qui est le récepteur, elle reçoit la signification, comme elle comprend la signification, elle a l'idée que j'avais en tête. Alors, le problème, c'est que il y a des philosophes et des linguistes qui ont insisté sur le caractère extrêmement pauvre des énoncés linguistiques, au plan sémantique. Et surtout, ils ont rejoint des philosophes, notamment des philosophes qui s'appellent Searle, Austin et Grice, qui ont dit le langage, parler, c'est aussi agir. C'est-à-dire que c'est pas seulement faire un énoncé qui est décodé, c'est agir. Mais attention, il faut bien comprendre ça, parce qu'on parle souvent de performativité, on dit c'est comme si c'était magique la performativité, c'est-à-dire vous faites quelque chose, et vous faites faire quelque chose à quelqu'un comme ça. C'est pas ça à l'origine, la théorie des actes de langage, c'est-à-dire le langage comme action. Par exemple, quand je dis merci, je ne fais pas simplement un énoncé qui a une signification, je remercie. C'est-à-dire l'acte de remercier il se fait en disant merci, mais j'agis en faisant ça, je remercie. Donc ces philosophes ont insisté sur le fait que
parler, c'est agir. Ça, c'était le premier pas. Alors pourquoi ça a eu des conséquences sur le fait qu'on réduisait le langage à de la sémantique, à des énoncés qui avaient un contenu précis pour tout le monde? Eh bien, ça a eu des conséquences parce que ça a attiré l'attention sur le fait que pour comprendre un énoncé, il ne faut pas simplement comprendre la langue, il faut comprendre le contexte. Par exemple, la phrase « Quelle heure est-il » elle peut avoir des significations totalement différentes suivant le contexte. Ça peut vouloir dire je veux savoir l'heure, mais ça peut vouloir dire aussi tu es en retard. Donc en fait, ces philosophes, ce qu'ils ont découvert, ou ce qu'ils ont pointé, c'est qu'il y avait une pauvreté en fait sémantique des énoncés linguistiques qui était complétée en situation par la compréhension du contexte. C'est ça qui venait combler cette pauvreté relative sémantique. Et c'est ce qu'on a appelé la dimension pragmatique du langage. Donc le langage, on dit ces philosophes et ces gens qui s'intéressaient aux interactions sociales, il a 3 dimensions. La dimension syntaxique, c'est-à-dire le fait de mettre les unes à côté des choses, des mots avec certaines règles de syntaxe, donc ça c'était classiquement connu. Une dimension sémantique, c'est-à-dire que les phrases ont une signification. Et la dimension pragmatique, c'est-à-dire que le sens des énoncés se fixe en situation, avec la compétence pratique qu'on a tous du langage. Et on a insisté sur des choses assez intéressantes, c'est-à-dire que les autistes, par exemple, ont très peu de compétences pragmatiques. Par exemple, nous, on se rend compte quand on met le doigt sur cette compétence pragmatique, on se rend compte qu'elle est capitale. C'est-à-dire que vous savez très vite, sans y penser, dans une situation donnée, ce qu'il faut dire. Je me rappelle un ami qui avait un fils autiste, mais qui savait parler, qui discutait avec lui, m'avait raconté qu'on voyait très bien qu'ils n'arrivaient pas à caler socialement ce qu'il fallait dire. Par exemple, il venait d'acheter une voiture, cet autiste, et son père lui disait alors, mais vraiment, tout le monde aurait compris en situation qu'il demandait juste ça, il était pressé, et alors elle est bien ta voiture en situation, la parole adéquate, la réponse adéquate, c'était oui, elle est bien, bon. Bah. Et là, il a commencé à détailler tout les caractéristiques de la voiture, comme aurait fait un vendeur. Quand vous voyez ça, vous vous rendez compte que, en fait, ce qu'on fait en général quand on échange, quand on parle dans les énoncés, c'est qu'on sait ce qu'il est adéquat de dire dans une situation. Et donc, la réponse n'est pas contenue dans la compréhension, qui serait contenue même dans la question. Elle est bien cette voiture. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette voiture? Tout ce qui se passe ensuite, c'est cette compétence pragmatique qui détermine le sens initial des énoncés. Donc, ce qui va être important dans les années qui suivent, 70, 80, c'est l'étude de cette dimension pragmatique du langage. Il va y avoir, en gros, 2 tendances. Je passe vite, hein, mais la première tendance, elle va consister à dire, dans le sillage des cognitivistes dont je parlais tout à l'heure, elle va consister à dire, voilà, le langage, en fait, c'est quelque chose qui sert juste à repérer les intentions chez autrui. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qui permet la communication, le langage. Ce qui permet la communication, c'est un truc que n'ont que les humains, c'est-à-dire qu'ils se disent qu'il y a quelque chose dans la tête des autres, et que les autres ont donc des intentions. Alors, apparemment, pour eux, les singes et les chiens, tout ça n'aurait pas ça. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Et que le langage, c'est quelque chose de raffiné, mais qui n'est pas crucial. C'est-à-dire c'est quelque chose qui, quand quelqu'un me dit un énoncé, j'essaye de repérer l'intention qu'il a. Et c'est comme ça que le langage a évolué, comme quelque chose qui permet de repérer les intentions d'autrui et donc d'échanger, de communiquer, puisque quand j'ai repéré l'intention d'autrui, je peux faire l'action adéquate qu'il attend ou pas. Donc ça, c'est la première version qui a été radicalement du côté des sciences dures, c'est-à-dire, voilà, il y a une dimension pragmatique, le contenu des énoncés sont pauvres, c'est normal parce qu'en fait, on cherche juste à savoir ce que l'autre veut. Donc quand il me remercie, je vois qu'il veut être gentil avec moi, ou voilà, donc, il me remercie. Alors, ça, c'est ce qui a été du côté des sciences dures de la psychologie. Il y a une autre interprétation qui a été du côté plutôt des sciences sociales, qui est que, finalement, les énoncés n'ont de sens qu'en situation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est de là qu'est née l'analyse de conversation, et aussi une forme d'ethnométhodologie. Ça consiste à dire,
Quand je dis à quelqu'un dans une scène sociale, lui, c'est un... ou je l'insulte, je lui dis, bon, je ne dis pas une insulte, c'est pas bien, je l'insulte, le sens que va prendre cette insulte, cette phrase, il va être donné rétrospectivement par l'action, la réaction de la personne que j'ai insultée. Si elle répond par l'ironie en disant, voilà, je sais pas quoi, ah, je te reconnais bien là, mon ami, ça va pas être une insulte, la première phrase, ça va être une phrase au second degré. Bon, moi, je ne suis pas très à l'aise avec cette conception du langage. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que le sens se construit rétrospectivement et prospectivement. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il y a quelque chose dans la tête d'une personne qui est compris et qui est remis en retour. Non, chaque fois, c'est remis en jeu socialement dans le sens que va donner rétrospectivement un énoncé, la réaction à cet énoncé d'une autre personne. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est très compliqué et souvent mal expliqué, et j'expliquerais mal si je l'expliquais, mais tous ces penseurs se sont rattachés à des choses qui, en sciences sociales, conduisent à considérer que le sens n'existe que dans des situations d'interaction. Il n'a donc une existence que publique, et il n'y a rien dans la tête des gens. Alors, je simplifie, mais ces gens-là ont une idée particulière de l'esprit qui est radicalement opposée à celle des cognitivistes, parce que pour eux, c'est une illusion totale de se référer à ce que les gens ont dans la tête. Alors, vous avez un philosophe français assez connu, mais ils se réfèrent tous à un même auteur qui s'appelle Ludwig Wittgenstein, qui est un philosophe autrichien du début du siècle, enfin, première moitié du siècle, et qui a défendu, enfin selon eux, parce qu'il faudrait voir dans les faits si c'est tout à fait ça, une conception externe de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit n'est pas dans vos têtes, il est à l'extérieur, dans les institutions qui donnent leur sens aux actions que vous faites. C'est assez curieux comme conception, mais l'idée étant quand même toujours, vous remarquez en toile de fond, qu'on défend l'autonomie des sciences sociales par rapport à la psychologie, puisqu'il n'y a rien dans la tête des gens, c'est pas en allant voir dans la tête des gens qu'on va comprendre ce qu'il faut. En tout cas, peu importe, je m'arrête là sur ces courants, mais ça va donner naissance à l'analyse de conversation dans un article fondateur en 1974 de Sachs, Jefferson et Chegloff. Et il y a une discipline qui va naître à partir de là, où on va essayer de voir dans les interactions, alors là ça devient plus intéressant à mon avis quand c'est moins philosophique, comment c'est organisé. Et on se rend compte, quand on prend les interactions entre humains, pour voir comment c'est organisé, alors on peut faire ça entre différentes cultures, on peut faire ça de façon universelle, comme on veut, on se rend compte qu'il y a des séquences, que ça ne se chevauche pas. Quand une personne parle sur la parole d'une autre personne, il y a des réparations, on s'excuse, etc. Qu'il y a des paires adjacentes. Enfin, ils ont développé tout un vocabulaire. Par exemple, quand je pose une question, ça appelle une réponse. Quand je dis bonjour, ça appelle un autre bonjour. Il y a des ouvertures, des formules qui ouvrent les interactions, des formules qui les ferment, etc. Donc, ce qu'ils ont essayé de montrer, c'est que comment s'organisaient les interactions humaines à travers le langage. Et ils ont découvert ce qu'ils appellent, ce qu'on connaît tous, hein, mais ils ont formalisé ça, séquentialité, paire adjacente, ouverture, fermeture, et caractère rétrospectif et prospectif du sens des énoncés. Si vous regardez les animaux, ils ne s'échangent pas du tout comme ça. Alors, il y a des aspects relativement universels dans ces éléments linguistiques. Alors, ça a été dans le détail. Après, il y a des gens qui font leur thèse sur l'ouverture des conversations, etc. Donc, c'est vraiment... c'est une discipline qui étudie des tout petits sujets très pointus. L'usage de l'article dans la conversation. Alors, il y a des comparaisons culturelles aussi, hein, mais donc c'est une discipline qui est assez pointue, mais vous voyez en quoi elle est liée aux sciences sociales. C'est-à-dire que c'est l'interaction qui est capitale. Là. Comment s'organise l'interaction? Alors, voilà comment est née cette discipline dans les années 70. Il y a des choses amusantes par le fondateur de l'ethnométhodologie, là, qui n'avait pas que des mauvaises idées, et qui a, par exemple, fait cette expérience intéressante, qui ressemble à des expériences faites par des psychologues. Il a fait appeler... Il avait une sorte de centre d'appel, et les gens étaient amenés à appeler ce numéro. Je crois que c'était pour un service particulier, je ne sais plus ce que c'était. Bref. Et la personne qui était au bout du téléphone, c'était donc un sociologue ou un étudiant, était chargée de dire oui ou non de manière complètement aléatoire. Et ce dont on se rend compte, c'est que
on pourrait croire que ça fait une conversation complètement désordonnée. En fait, la conversation était assez ordonnée. Les gens rationalisaient les choses et trouvaient des moyens de répondre. Donc voilà, donc ils étudiaient ça par des moyens différents, comment s'organisaient ou se désorganisaient les conversations, comment le sens était construit. Alors là, ça a été un gros argument pour eux pour dire le sens est construit rétrospectivement et prospectivement, parce que même une personne qui répond n'importe quoi à une autre, la première va constamment essayer de réparer, de trouver un sens, etc. Donc voilà, ce type d'expérience qu'ils faisaient. Je vais y revenir, mais ça s'est fait beaucoup avec quoi? Années 70, d'ailleurs les fondateurs le disaient eux-mêmes, avec le téléphone et le magnétophone. Donc c'est lié de près à l'apparition de ces outils techniques, téléphone et magnétophone. Parce qu'on a pu enregistrer des conversations et donc voir finement comment elles se découpaient, le temps entre les séquences, les silences, le rôle des réparations quand il y avait de la superposition, etc. On a pu mesurer tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait le magnétophone. Et donc, d'une certaine manière, l'analyse de conversation aussi n'a pu naître et n'a pu donner des résultats que parce qu'il y avait cet instrument technique. Alors, c'est là où je voulais en venir avec le film, c'est que ça a contribué, le téléphone et le magnétophone, à maintenir une forme de logocentrisme, en fait, dans la linguistique et dans l'analyse de conversation. Pourquoi? Parce que sur une bande audio, on n'a que le langage. On n'a que le langage, et donc, on a quelque chose de linéaire qu'on peut découper dans le temps. Et puis, même, on peut avoir des choses qui se chevauchent, des bruits, mais en général, les choses sont successives sur un magnétophone. C'est là où je veux en venir. Vous voyez bien que dans la vidéo, la chance et à la fois la difficulté, c'est qu'on n'a pas simplement une succession temporelle avec un seul sens sollicité. On a quelque chose, des éléments coextensifs et qui sont visuels, qui sont coextensifs dans l'espace et qui sont visuels. Et c'est un peu l'idée centrale de ce que je voudrais dire ici, c'est que la différence quand on passe à une époque comme la nôtre en matière de collecte des données où la vidéo est susceptible d'être utilisée par rapport au magnétophone, effectivement on a des données plus importantes d'une certaine manière, mais épistémologiquement on passe à quelque chose de très différent. Quand vous avez de la vidéo, vous faites de la transcription. Non, pardon, de la magnéto, vous faites de la transcription. Et ça, vous pouvez le faire à un étudiant. C'est ce que font les gens en général, parce que c'est très très lourd. Ou vous le faites vous-même, vous savez que c'est lourd. Mais c'est mécanique, c'est-à-dire qu'un logiciel bien fait, à la limite, pourrait un jour le faire. Quand vous avez de la vidéo, c'est terminé. Vous faites de la description. Et la description, ça suppose nécessairement un tri. Forcément. Si je m'approche de la porte et que j'appuie sur le bouton, rien que cette action, vous avez déjà 1000 manières de la décrire, qui sont toutes aussi justes les unes que les autres. C'est-à-dire, on peut dire j'allume la lumière, on peut dire j'appuie sur l'interrupteur, on peut dire j'établis un contact entre les deux fils qui sont derrière, etc. Vous avez une infinité de manières, enfin ça c'est classique en philosophie analytique, même, enfin c'est évident même, vous avez une infinité de manières de décrire une action. Et donc quand on passe à quelque chose de visuel, il y a un saut parce que pour transformer ça en données traitables, il va déjà falloir faire un tri. Alors que quand vous étiez, je le répète, dans le magnétophone, il n'y avait pratiquement pas de tri. Alors si un petit peu, parce qu'il y a des bruits, des intonations, mais on peut se mettre d'accord objectivement et déléguer ça à une personne qui n'y connaît rien quasiment. La vidéo, c'est plus possible. Vous avez vos données, et c'est ça qui rend d'ailleurs l'usage de la vidéo, à mon avis, très compliqué en sciences sociales. C'est-à-dire qu'il faut une question extrêmement bien posée pour l'utiliser. Parce qu'à la fois, on peut avoir l'illusion qu'on capte beaucoup de choses. Je pense à des gens, par exemple, il y avait une thèse ici, mais je ne sais plus où elle en était après, mais des gens qui avaient filmé des manifestations, notamment au moment du... C'était pas au moment du 21 février, c'était après. C'est délicat à utiliser. On voit bien pourquoi, parce qu'il y a un double écueil, qui est à la fois qu'on a beaucoup plus de choses que si on avait simplement une bande audio pour une manifestation, mais en même temps, il y a quand même un point de vue dans une vidéo, au sens où on ne voit pas tout. Et après, il y a un travail de description. Et j'y reviendrai, avec nos animaux, ça pose des questions assez redoutables d'ailleurs, parce que décrire une action, c'est très compliqué. Les éthologues le savent depuis longtemps, et les sociologues s'en rendent compte depuis moins longtemps. Mais en tout cas, j'insiste là, c'est important dans le cadre de ce séminaire, la différence, elle est là. Donc voilà, alors qu'est-ce qui se passe avec l'apparition des films? Eh bien c'est ça. Avant, il y a une petite révolution déjà, dans l'analyse de conversation,
qui est que, puisque le sens est donné par la réaction d'autrui à un énoncé, il va falloir s'intéresser au corps aussi. Parce que, quelquefois, d'abord, on s'est intéressé d'abord à l'intonation, à la prosodie. Une phrase prononcée sur un certain ton peut signifier une ironie. Et donc, ça n'a pas du tout le même sens si on dit « il est grand » de quelqu'un, ou si on dit « il est grand ». Ça peut marquer « il est grand ». Si on traîne un peu, ça peut marquer l'ironie. Donc l'intonation, on s'y est intéressé, on s'est dit attention, le sens, il dépend aussi de l'intonation, des silences, etc. Donc ils ont commencé à marquer sous leur, c'est devenu très chargé après, ils ont commencé à marquer sous leur conversation retranscrite, tout ça. Et puis petit à petit aussi, il y avait aussi les gestes. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit il est intelligent, par exemple, et que l'autre lève les yeux au ciel, vous ne pouvez pas le retranscrire, ça, avec un magnétophone. Par contre, ça donne le sens, rétrospectivement, à la phrase, puisque ça peut qualifier aussi une ironie, par exemple. Alors, c'est là où la vidéo va beaucoup changer les choses. C'est-à-dire qu'on avait commencé dans les années 80, notamment un chercheur qui s'appelle Goodwin, à s'intéresser à tout ce qui n'était pas purement verbal dans les conversations. Et donc, c'est ce qu'il appelle multimodalité. C'est-à-dire qu'il y a d'autres manifestations qui ont un rôle capital dans les interactions et la fixation du sens des énoncés, et qui sont tout ce qu'on fait, tout ce qu'on bouge, etc. Et alors, avec la vidéo, c'est ça qui s'est considérablement développé. C'est-à-dire que quand vous filmez une interaction, vous avez accès à tout ça. Et alors là, ça a fait, en quelque sorte, sur les 20 dernières années, un peu exploser, en tout cas dans une branche d'analyse de conversation, les restes de logocentrisme qu'il y avait. Parce que vous vous retrouvez avec des tas de choses, finalement, qui ont presque plus de sens que les énoncés, en tout cas qui leur donnent leur sens. Donc, ça a été un des effets de la vidéo dans cette discipline, parce qu'elle permettait de restituer tout ce qui était non-verbal, qui a finalement donné toute son importance à l'interaction plutôt qu'au langage lui-même. Donc ces gens-là se sont encore plus rapprochés des sciences sociales, parce que ce qui devenait capital, c'était même plus tellement les énoncés linguistiques, il devenait un élément parmi d'autres de tout ce qui s'échangeait dans les interactions d'une personne. Quand vous avez le magnétophone, par exemple, moi c'était une question que j'avais posée à des gens qui travaillaient là-dessus, quand vous avez le magnétophone, vous n'avez qu'un acteur à la fois. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui parle, vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle fait l'autre. Donc ça a laissé penser que les conversations humaines étaient bien ordonnées comme ça, et que chacun prenait son tour. Et en fait, quand on regarde, les gens ne sont pas inertes quand on leur parle. C'est comme un match de tennis, hein. Il y en a un qui tape, mais l'autre il se replace, quoi. Donc il fait des choses. Et donc, l'arrivée de la vidéo et l'importance de tout ce qui était mouvement corporel et ajustement corporel a finalement conduit à beaucoup nuancer cette histoire d'organisation, chacun son tour, de parole, etc., qui était encore très liée au langage. Alors, voilà ce qui a eu lieu dans cette discipline. Alors vous me direz, là on est un peu loin de choses qui concernent directement les aires culturelles, mais en fait pas tant que ça, parce que ensuite, ce qui est important, justement dans la vidéo, c'est que comme elle met l'accent sur des tas d'éléments qui ne sont pas simplement purement linguistiques, elle ouvre aussi la voie à l'appréciation des différences culturelles beaucoup plus fines que ne pourrait le faire quelque chose qui serait strictement centré sur le langage. Alors, voilà, c'est ce que j'ai dit là. Voilà. Quelle a été aussi la conséquence de ça sur les objets que se donnent les sociologues? Eh bien, on s'est beaucoup intéressé à des choses un peu bizarres, c'est-à-dire à des conversations avec des êtres non linguistiques. Alors, ils ont mis du temps à faire ça avec les animaux, les sociologues, mais ils ont fait ça avec d'abord des gens dans le coma. Alors, je sais qu'il y a des Américains qui ont étudié ça, comment les gens parlent à des ça peut paraître bizarre comme sujet, mais à des gens qui ne répondent pas. On peut penser qu'ils n'ont rien dans la tête ou qu'ils ne pensent plus. Et donc, ils ont essayé de regarder comment interagissaient les gens dans des situations comme ça. Et pourquoi ils ont fait ça? Et là, j'y viens aussi, je déborde un peu du sujet de l'analyse de conversation stricto sensu. Ils ont fait ça parce que, et ils se sont intéressés petit à petit aux animaux. Pourquoi ils sont intéressés aux animaux? Parce que c'est des situations extrêmes.
C'est-à-dire que les animaux présentent... Quand on interagit avec des animaux, surtout ceux qui ont des animaux de compagnie, on est dans un cas extrême, c'est-à-dire que vous avez des gens qui se mettent à parler. Bon, vous avez tous vu des gens, vous en avez peut-être, qui parlent à leurs chiens, etc. C'est très étonnant. Des gens, quand vous les interrogez, des gens qui ont des chiens, vous les interrogez sur leurs chiens, ils ont des idées extrêmement précises sur ce que le chien a dans la tête. Ils leur prêtent même des idées très compliquées. Vraiment, c'est très très étonnant. De la télépathie, des tas de choses incroyables. Et donc, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a deux possibilités. Ou bien vous vous dites, les gens, ils sont un peu bizarres, ils sont un peu fous, c'est culturel, bon, ils ont ça dans leur tête, et puis ils font de la projection. Bon, ça a été longtemps la position des sciences sociales. Ou bien vous vous dites, ben, c'est des cas un peu limites dans lesquels on va peut-être pouvoir faire ressortir des choses qu'on ne verrait pas autrement, des spécificités humaines qu'on retrouve dans les interactions humaines, mais qu'on va mieux voir ici parce qu'on déplace le sujet vers les interactions avec les animaux. Donc moi, en tout cas, c'est en ce sens-là que ce sujet m'intéresse, c'est-à-dire que c'est des cas un peu limites dans lesquels, par comparaison avec les interactions humaines, on va pouvoir faire ressortir des choses qui sont importantes pour les êtres humains. Moi, les animaux peuvent m'intéresser, enfin, ça intéresse les éthologues ce qu'on fait, nous, là-dessus, mais ce n'est pas, moi, mon sujet d'intérêt principal. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'essayer de voir en creux, quand on étudie ces interactions, ce qui manque ou ce qu'il y a, et qui ferait des spécificités humaines ou pas, pour revenir à cette question de nature et culture. Disons, qu'est-ce qu'on va découvrir? Est-ce que les animaux sont moins bêtes, c'est le cas de le dire, qu'on croit? Ou est-ce que les humains ne font que de la projection? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Je fais une petite parenthèse. Ça ne veut pas passer. J'ai fait une petite parenthèse ici parce que... Je vais essayer comme ça. Bon, il est un peu bloqué. Non, c'est bon, voilà. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Et là, voilà. Je fais une petite parenthèse parce que... Oui, donc le but, c'est ça, c'est de faire ressortir les spécificités. Mais pourquoi c'est intéressant? Là, je vais m'adresser plus à des chercheurs qui travaillent sur les aires culturelles. Pourquoi cette question peut être intéressante pour vous, pour nous aussi, parce que je m'inclus dedans. Moi, il me semble que le problème dans les aires culturelles, c'est qu'il y a un préjugé, mais comme ailleurs, extrêmement culturaliste. C'est-à-dire qu'on considère implicitement qu'il y a des cultures et que les gens répondent à leur culture. On est comme dans des bulles de poupées gigognes, comme ça. Il y a la culture européenne, culture maghrébine, enfin musulmane, maghrébine, et puis le Maroc, etc. Et que voilà, suivant la culture où on est, on réagit différemment. Et en fait, c'est quand même, enfin, à mon avis, très pauvre comme modèle. Je ne suis pas le seul à le dire, hein, mais il y a peut-être des gens qui sont d'accord avec ça, mais c'est quand même très pauvre dès qu'on commence à s'intéresser aux choses. Pourquoi c'est pauvre? Parce qu'en général, ce qu'on reconstruit, c'est des choses trop générales, folkloriques un peu d'ailleurs, quand il s'agit d'autres pays, et qui ne correspondent pas à la pratique forcément des gens, et il y a encore cette histoire de distance avec ses propres croyances qu'on observe souvent. Alors, moi, ce qui m'a intéressé au début ici, c'est les chiens. Pourquoi les chiens, c'était intéressant, et pourquoi c'est intéressant pour la question du culturalisme? J'avais commencé à m'y intéresser en France parce que les gens sont très bizarres en Europe avec leurs chiens. Vraiment, les chiens, ça devient un membre de la famille, et il y a des gens, je pense, qui ont plus d'attachement à leurs animaux domestiques de compagnie qu'à leurs propres enfants. Déjà, c'est un phénomène, au-delà du caractère qu'on peut trouver pathologique psychologiquement, socialement assez intéressant, parce qu'il se trouve que c'est pour l'instant presque une règle. Dans tous les pays qui se développent, cette espèce d'amour des bêtes de compagnie se développe. Casablanca, par exemple, dans la classe moyenne, commence à se développer le petit chien, sa belle-mère, etc. Voilà. Bon. Donc, c'est quand même assez intéressant. Mais après, je me suis dit, voilà, j'arrive ici au Maroc, et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, ici, les chiens sont mal vus. Ils sont mal vus parce que dans le Coran, enfin, c'est pas dans le Coran, c'est dans les hadiths, je crois d'ailleurs, quand on caresse un chien, il faut se laver les mains après, et le chien ne doit pas rentrer dans la maison, parce qu'il est impur, etc. Le chat, il peut, mais le chien, il peut pas. Et je vois des gens, effectivement, qui, quelquefois, jettent des pierres aux chiens. Je suis allé dans des petits villages ou des oasis. Je me dis, voilà, culture, on n'aime pas les chiens, donc on peut leur jeter des pierres et tout. J'aurais pu m'arrêter là. Hein. Sauf que je me rappelle, pour avoir vécu dans des petits villages en France, en Bretagne, et bien connaître la campagne, que en fait, c'est un rapport que moi,
me semblait pas très très différent de ce que j'ai pu observer en Bretagne, quand j'étais petit, à la campagne. Les chiens de ferme n'étaient pas mieux traités que les chiens ici, il n'y avait pas de Coran ou de hadith. Donc voilà, ça venait peut-être pas de là. Et en fait, il m'est revenu aussi une remarque que m'avait faite une amie qui venait d'Afrique noire, je sais plus, du Nigeria, qui était arrivée dans mon village en Bretagne. Je lui avais dit, parce que moi j'avais un chien, et je lui avais donc dit, est-ce que tu ne nous trouves pas bizarres avec nos chiens? J'avais un peu honte, parce qu'on est toujours un peu honteux quand on a un chien et qui est dans la maison, etc. Elle m'avait dit, non, c'est le chien que je trouve différent. Et donc, en fait, quand on s'intéresse un peu aussi, pas seulement, aux animaux, à leur comportement, à ce qu'ils ont dans leur tête, dans ces situations-là, ça vous conduit à relativiser le culturalisme. Parce que les gens aussi, ici, peuvent paraître au premier abord agressifs avec les chiens, mais ces chiens-là sont aussi très agressifs. Enfin, il y a quand vous vous baladez dans une oasis et qu'un chien arrive vers vous en aboyant, moi j'ai fait comme tout le monde. Pour pas se faire mordre, il faut faire semblant de ramasser une pierre. Et c'est devenu une sorte de signal conventionnel entre le chien et les humains, une sorte de... Alors c'est ça la question qui est intéressante, comment caractériser ça? Il y a des attentes réciproques, c'est de la protoculture. Et quand on est pris dans les interactions avec des animaux qui anticipent ça, on est obligé de faire pareil. Du coup, c'est intéressant parce qu'on voit ici que c'est pas complètement sans effet de tenir compte de ce qu'il y a, merci, dans la tête des animaux, de leur personnalité. En gros, hein, je dis pas que c'est des acteurs, qu'ils ont des institutions, mais juste que on se rend compte que l'attitude des gens ici vis-à-vis des chiens, si on tient compte de ça, de l'histoire des interactions entre humains et chiens qui a forgé certaines personnalités chez les chiens et certaines personnalités, perceptions des chiens par les humains, ça, la conséquence, c'est que le poids de la culture, de l'islam, etc., vous êtes amené à le relativiser. Il peut expliquer en partie la perception, mais les actions, elles s'expliquent beaucoup plus simplement. Elles s'expliquent par la psychologie, avec des guillemets, des chiens, la psychologie des humains et les attentes réciproques qu'il y a dans les interactions. Moi, mon chien, je l'avais déplacé au Maroc au début, enfin il est mort maintenant, et je pouvais lui faire prendre une pierre, il ne comprenait rien du tout, quoi. Par contre, vous arrivez en France dans une famille, le chien ne vous connaît pas, vous lui faites assis comme ça, il s'assoit, c'est sûr. Donc il y a des choses qui se promènent comme ça, des espèces de... Alors, c'est intéressant à qualifier, qu'est-ce que c'est? C'est pas de la culture au sens fort du terme des institutions, c'est pas non plus des choses si mécaniques que ça, c'est des systèmes d'attente réciproques qui se nourrissent les uns les autres, dans lesquels la culture joue, mais pas directement, et qui, en pratique, ont des conséquences qui, moi je pense vraiment, voilà, l'exemple, il me permet de dire quoi? Il me permet de dire que si on tient compte un peu plus de l'agentivité animale, des chiens en l'occurrence ici, on est amené, c'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure que ça permet de traiter de sujets plus fondamentaux, on est amené, sur ce thème-là, à relativiser le poids de la culture et de la religion sur le comportement des gens. Il s'explique beaucoup mieux par des situations interactionnelles et les prises et les psychologies qu'elle a conduit à forger. Bon, c'est des exemples un peu bizarres, effectivement, s'intéresser aux chiens, mais vous voyez en quoi ça peut être relié à d'autres sujets. Alors, j'ai développé un peu ça chez les chiens. C'est intéressant, parce que, mais ça intéresse plus les éthologues, parce qu'il y a des tas de choses sur la distance, la manière de mendier, de quémander de la nourriture, qui est assez intéressante, mais je ne vais pas insister là-dessus. Et je suis passé ensuite, je vais aller assez vite, j'y reviendrai à cette histoire d'identité, parce que vous allez voir que ça peut conduire même assez loin en théorie sociologique, ces histoires d'interaction avec les animaux. Bon, je passe vite, hein, parce qu'on n'aura pas le temps. Ensuite, je voulais vous montrer un film, mais je ne sais pas s'il va passer. Bon, non, je n'aurai pas le temps. Je vais passer au singe. Ensuite, j'ai été confronté à un problème qui est que, bizarrement, les chiens ne convainquent absolument pas les sociologues et les anthropologues. Et c'est curieux parce que peut-être ça convaincrait plus des Marocains que des Français. Mais quand on explique ça, moi je ne suis pas un défenseur des animaux et je ne suis pas un sociologue latourien, pas du tout. Je ne dis pas que dans d'autres cultures, hein, c'est juste que voilà, il y a des chiens qui ont des personnalités différentes et que l'éthologie peut nous aider à comprendre pourquoi les gens réagissent comme ils réagissent et donc à relativiser le poids de la culture.
Mais les chiens convainquent pas parce que les sociologues en tirent bizarrement pas les conséquences qu'ils devraient en tirer. C'est-à-dire que voilà, il faut essayer de comprendre ces interactions et reconnaître une forme d'agentivité à ces animaux, mais qui ne repose pas sur la conscience, etc. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils connaissent très bien les chiens. Ils sont tellement familiers que ça les étonne pas. Ça n'étonne pas quand on parle de chiens, parce qu'on les voit tellement faire des trucs bizarres en Europe et incroyables, obéir à tout, que c'est un animal qui est bien fait pour nous tromper. Donc, je me suis dit, ici, il y a un sujet en or, c'est les singes d'Ifrane, que vous connaissez peut-être. Voilà. Donc, je me suis intéressé à ces animaux. Pourquoi? Donc, ils sont au Cèdre Gourou. Vous connaissez le Cèdre Gourou, c'est près d'Azrou, dans la forêt du Moyen Atlas. Et il y a un site qui est intéressant parce que les singes, ils sont pas obligés d'être là. Ils viennent, on ne les sont pas parqués, c'est pas un zoo, et les humains non plus. Il se trouve que ce site, j'ai retracé l'histoire, est assez intéressante parce qu'au départ, il n'y avait que des Européens qui y allaient, il y a 20 ans à peu près, d'après ce qu'on m'a dit, ou 30 ans. Ils étaient peu nombreux, c'était des touristes en recherche de choses un petit peu en dehors des sentiers battus. Et ils étaient intéressés par les fossiles surtout. Alors il y avait quelques vendeurs de fossiles qui étaient là-bas. Et petit à petit, peut-être que c'est lié au développement de la classe moyenne au Maroc, mais des touristes marocains sont venus. Et parallèlement, les singes qui sont restés longtemps assez craintifs ont commencé à venir demander à manger aux vendeurs de fossiles et aux quelques touristes qui étaient là. Plus il y a eu de gens qui donnaient à manger aux singes, et aussi, il faut dire, de touristes marocains, les touristes étrangers, français notamment, en recherche de choses un petit peu en dehors des sentiers battus, d'un tourisme écologique, etc., ont finalement déserté le site. Et depuis une quinzaine d'années, c'est surtout des Marocains. Et alors, moi, les dernières années, là, il y a un monde fou. L'été, il peut y avoir 400 personnes à cet endroit. Alors, les gens se déplacent avec les singes dans les forêts environnantes. Et là, il y a des moments d'effervescence assez incroyables, parce que les gens, ils veulent quoi? Ils veulent venir donner à manger aux singes, et réciproquement, les singes veulent à manger et à boire. Et donc, ça fait des interactions assez compliquées. Je vais peut-être vous montrer un film quand même, enfin. Attendez, voilà, ça doit être là. Donc, j'ai passé mon temps à faire ça l'été dernier. Voilà, par exemple ça. Est-ce qu'il va s'ouvrir? Il n'y avait pas trop de monde. Je ne sais pas si ça va marcher. Il y a le son, mais c'est pas ce qu'on présumait. C'est dommage. Non, ça passe pas. Hein. Je le laisse un peu reposer, peut-être. Non, en plus, je sais pas pourquoi il y a cette bande noire. Là, mais... Comment? Attends, je peux pas parce que... Non, attendez, tac. Il veut pas. Il rame. Non, il veut pas. Moi, c'est dommage. J'arrive même pas à le remettre. Il part sur le côté d'ailleurs, si vous voulez regarder. Bref. Alors je vais vous décrire la scène, ce qui est très compliqué, mais... En gros, vous entendez des cris, etc. Il y a des scènes d'effervescence comme ça où les gens viennent donner à manger aux singes ou à boire. Et en fait, quand on regarde d'un point de vue éthologique et sociologique, on voit que d'abord, il y a une approche de l'animal qui est assez différente de ce qu'on aurait avec des Français, je pense. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette idée encore de l'animal gentil, pur, etc. Donc les gens prennent des risques assez importants. Alors, il faudrait explorer les raisons pour lesquelles ils les prennent. Je ne sais pas, c'est pas forcément très clair, mais c'est peut-être lié au cinéma ou à d'autres choses.
Mais par exemple, ils donnent des chewing-gums aux singes ou ils leur mettent des trucs sur la tête et ils veulent absolument leur donner à manger. Et surtout, je pense qu'ils n'ont pas conscience du danger qu'il y a, donc ils mettent des enfants juste à côté. Et l'idée, c'est de se prendre en photo. Donc c'est pour ça que je vous expliquais que c'est très facile de faire des films là-bas, précisément parce que les gens sont toujours en train même de passer devant vous et de filmer, etc. Et donc il y a des interactions assez intéressantes. Alors, bon, malheureusement, on ne les voit pas, mais d'un point de vue éthologique, c'est intéressant parce qu'on voit que les singes, ils sont tout le temps entre deux cadrages. Ils observent leurs congénères et les humains, ce dont les humains ne se rendent pas compte. Mais eux, les humains, par contre, ont des interactions entre humains et avec les singes. Donc ça fait des choses croisées assez intéressantes. Et surtout, moi, ce qui m'avait intéressé, c'est vraiment dommage qu'on ne voit pas ce film qui est très étonnant. Il charge ou pas? Ah. Essayons un autre film, peut-être. Je peux quand même vous montrer ça. Bon, alors, il a vraiment fallu montrer pour détailler. C'est curieux. Bon, je laisse peut-être reposer. Mais. Bouton droit, ouais. Attendez, je vais le fermer déjà. Ouais, mais dessus. Ah, voilà. Fermer la fenêtre. Ok. Voilà. Je refais clic droit. On ouvre avec. Voilà. Ah, ça sera peut-être mieux. À voir. Terminé. Ok. On peut pas faire perdre. Ok. Non, bon. Oh là là. J'ai l'impression d'être un singe devant la bouteille. Peut-être ça a marché quand même. On va voir. En tout cas, bon, je m'appesantis pas sur ce qu'on peut arriver à montrer en termes de microsociologie à partir de ça. Encore une fois, ce que ça souligne, c'est l'importance de l'interaction, évidemment, puisque c'est des êtres non linguistiques et du langage. On remarque que c'est extrêmement organisé, qu'il y a plein de séquences qui se répondent, qu'il y a des ouvertures, des fermetures, comme dans une conversation humaine. Or, il y a un des êtres qui n'est pas linguistique. C'est que donc il peut exister des interactions et des systèmes d'attente réciproque sans qu'il y ait de langage et sans qu'il y ait même, et c'est ça qui est très important, je vais y revenir, d'identité. Je vais éteindre, hein, parce que... La petite fenêtre. Ah oui, c'est celui-là. D'accord. Et c'est là où je veux en venir, c'est que où on veut en venir dans ces recherches, c'est que à partir du moment où on accepte qu'il peut exister des systèmes d'attente réciproque entre des êtres qui sont complètement différents. C'est le cas entre les chiens et les humains. C'est-à-dire que ce qu'on fait faire au chien, ce qu'il apprend à faire, par exemple à suivre une piste avec du sang, on lui apprend, un chasseur peut lui apprendre sans que le chasseur sache le faire, ça. Il ne sait pas suivre une piste avec du sang. Et réciproquement, le chien fait faire des choses aux humains, lui donner à manger dans une gamelle qu'il ne sait pas faire, le chien. Et ça crée des systèmes d'attente réciproque. Pourquoi c'est intéressant pour la théorie de la culture? C'est là qu'on veut en venir dans ces recherches. C'est pas simplement pour les singes, moi je m'en fiche. C'est des animaux pas très sympathiques en plus, vraiment. Les chiens sont beaucoup plus sympathiques, mais ces singes-là, ils sont pas sympathiques. Les singes sont des animaux extrêmement égoïstes et compétitifs. En fait, ça a été démontré par les éthologues. Les humains sont beaucoup plus coopératifs. Un singe, il n'aura jamais mauvaise conscience. Il n'ira jamais sauver un autre qui va se noyer. Un humain, c'est compliqué, mais c'est des... Les gorilles, peut-être. Les pires, c'est les chimpanzés, en fait. Même les éthologues m'ont dit qu'il faut faire attention quand on fait des recherches dessus, parce qu'ils sont sournois. Enfin bon, bref, après, je ne détaille pas ça, mais c'est juste des impressions personnelles. Après, c'est leur nature, hein, ils sont comme ça. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que ça attire l'attention sur le fait, moi ça m'a fait penser à ça, c'est qu'en sociologie, en anthropologie, on a une espèce d'a priori, qui est que la culture et la possibilité de la communication, c'est fondé sur l'identité. Toutes les théories sociologiques vous expliquent que Durkheim vous dit qu'il faut la conscience collective. Kant vous dire qu'il faut du consensus. L'anthropologie n'a que le mot identité à la bouche, quasiment.
La culture, c'est des choses partagées. On vous dit aussi dans la sociologie compréhensive qu'il y a un sens commun chez les individus, que c'est ça qui rend possible la communication, et que justement, le problème, c'est quand les gens sont différents, qu'il y a des crises d'identité, qu'il y a des identités, des cultures différentes qui doivent se mettre l'une avec l'autre. Or, quand on y réfléchit, et moi c'est à ça que ça fait penser ces recherches sur les animaux, c'est que cette espèce de postulat n'a rien de naturel. C'est-à-dire que considérer que pour qu'il y ait une communication ou une culture, il faut que les esprits soient transparents, autrement dit qu'ils partagent des choses identiques, c'est une condition exorbitante pour la communication. Il n'est pas du tout nécessaire, pour les besoins pratiques, par exemple, échanger quelque chose, d'être sûr de ce qu'il y a dans la tête d'une personne. Moi, je ne suis pas sûr de tout ce qu'il y a dans ma tête, c'est pas nécessaire. Avec les chiens, peut-être on se trompe complètement sur ce qu'il y a dans leur tête. Et souvent, les gens, quand je leur dis ça, ils me disent, parce que j'ai fait ces exposés devant des vétérinaires, ils me disent, oui, mais enfin, en fait, on se trompe peut-être, ou les sociologues encore pire, oui, c'est un malentendu avec les chiens. Mais en fait, c'est la question qui est bizarre. C'est-à-dire que, pourquoi considérer que pour qu'il y ait une communication, il faudrait qu'il y ait une entente et une transparence parfaite des esprits. Peut-être qu'on se trompe complètement avec les chiens, mais c'est pas ça qui est important. C'est que pour les besoins pratiques éprouvés de part et d'autre, les actions se déroulent sans accroc. Mais peut-être qu'ils cherchent complètement autre chose, j'en sais rien. Et peut-être que les êtres humains, c'est pareil. Donc, en fait, l'idée, c'est que ça invite à retourner le problème. C'est-à-dire que la condition nécessaire et suffisante de la communication et de la culture, c'est pas l'identité. C'est la capacité d'ajustement des actions pour les besoins pratiques éprouvés dans une situation. Ce qui fait qu'il y a plein de situations, notamment avec les animaux, dans lesquelles bon, ça se passe très bien, alors qu'on partage peut-être rien. Et du coup, ça attire l'attention sur le fait que ce qui est essentiel dans la culture, plus fondamental que l'identité, c'est les possibilités d'ajustement. Et quand on commence à raisonner comme ça, on se rend compte qu'il y a plein de choses dans les cultures humaines qui sont négligées de ce point de vue. Par exemple, si vous regardez le biberon, par exemple. Le biberon, c'est des choses que font... Si un anthropologue martien arrive, il voit qu'il y a des bébés en Europe et ailleurs qui utilisent le biberon. Donc c'est un trait culturel qui est propre aux bébés de ces pays. Or, les biberons... La pratique qui consiste à se servir d'un biberon, elle n'est pas transmise par imitation, par quelqu'un qui fait le truc, et l'autre qui acquiert cette pratique de manière identique. Elle est acquise par des parents qui n'ont peut-être eux-mêmes jamais d'ailleurs bu au biberon. C'est eux qui le font faire à leur bébé. Donc, l'apparition de pratiques culturelles, le fait que dans une culture, des gens puissent aller ensemble, en fait, ce qui est important pour ça, c'est que les actions qu'ils mènent puissent s'ajuster, c'est pas qu'ils soient identiques. Évidemment, l'identité rajoute quelque chose. Mais je pense que, en tout cas, c'est ce que montre en creux, comme qu'à limite ses études sur les animaux, c'est qu'il y a plein d'interactions qui sont possibles sans que les individus aient la même chose dans la tête et sans que, en plus, ils aient les mêmes capacités. Un chien, il n'a pas de main. Et pourtant, il comprend le pointer du doigt. C'est le seul animal qui comprend le pointer du doigt. Les singes, ils regardent le doigt. Le chien, il regarde dans la direction du doigt. Il n'y a pas d'autre espèce animale qui sache faire ça. Et pourtant, il n'a pas de main. Bon. Donc, c'est ça. Il n'est pas capable de le faire, lui, de pointer du doigt. Donc, voilà, en tout cas, quelque chose qui invite à réfléchir. C'est-à-dire qu'on a souvent cet a priori, même sur les sociétés humaines, que la culture, ça va être de l'identité. Et que moins il y aura d'identité, moins il y aura d'interaction et de coopération possible. C'est pas forcément vrai. Voilà. Bon, je m'arrête là, puisqu'on ne peut pas regarder les films. Je ne vous montre pas, parce que la dernière chose qu'on essaie d'étudier, mais ça intéresse plutôt l'éthologie, c'est comment, justement, des cultures se diffusent, au sens de l'éthologie, chez les animaux, en passant par les humains. Par exemple, ces singes, ils savent ouvrir des bouteilles, et il y a des chiens qui savent faire plein de choses, et bon, voilà. Bon, ça, c'est des trucs d'évolution un peu différents. Mais en tout cas, ces singes, il se trouve que certains, je ne sais pas trop pourquoi, quand on pose une bouteille d'eau devant eux, il a des vis, je pourrais vous montrer, ce film étonnant, il est là, et ils boivent comme ça après. Et d'autres de la même population le font pas. Donc ce qu'on essaie d'étudier, c'est comment ils se transmettent ça. Bon, parce que dans l'apprentissage social, il y a plein de choses comme ça un peu curieuses. Mais, voilà, donc je termine là-dessus.